Dans l'émission d'aujourd'hui de l'Érable approfondie, nous aborderons 3 sujets. L'organisme Action Toxicomanie qui ouvre pour prévenir les addictions chez les jeunes cessera de recevoir presque 30 000 $ de subventions pour ce programme en raison d'une erreur administrative, ce qui pourrait impacter 1 milliard des élèves de la MRC d'Arthabasca, mais aussi de la MRC de l'Érable. D'une autre part, nous avons discuté avec la directrice de l'organisme de récupération anti-pauvreté de l'Érable pour connaître tous les détails d'une nouvelle alliance qui permettra de sauver les fonds des champs pour partager les produits alimentaires récoltés entre producteurs, bénévoles et des organismes d'aide alimentaire. Et pour terminer, on va parler des 400 unités de logement prévues à Princeville d'ici 2029. Bienvenue. Madame Emily, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, merci beaucoup. Bon, et commençons pour rappeler quelle est la mission d'Action Tox et à qui s'adressent les services que vous fournissez. Action Tox, on est des promoteurs de saines habitudes de vie. On a pour mission de prévenir les dépendances chez les jeunes 10-30 ans. On a pour objectif de développer les compétences personnelles et sociales chez les jeunes et de retarder l'âge de la première consommation. On s'adresse principalement à notre organisme s'adresse aux jeunes âgés entre 10 et 30 ans. Majoritairement, on œuvre dans les écoles de la 5e année du primaire à la 5e année du secondaire. On offre des programmes d'ateliers et du suivi individuel au secondaire. Pour le primaire, c'est seulement notre programme d'ateliers en développement de compétences personnelles et sociales. Par exemple, des ateliers qui vont aider à développer l'estime de soi, à développer l'affirmation de soi, la résistance à l'influence, apprendre à mieux se connaître, etc. Plus le jeune... plus ces compétences sont développées, plus il y a de chances de résister à la consommation ou de trouver des alternatives à cette consommation-là lorsque vient le temps de gérer les émotions, le stress, l'anxiété. Puis quand on parle de dépendance, on parle pas seulement de substances, on parle également de dépendance aux écrans, d'une utilisation problématique d'Internet, par exemple. On s'adresse également aux proches et aux parents, c'est-à-dire un parent qui va découvrir des substances dans le sac à dos de son enfant ou le parent se rend compte que l'enfant passe trop de temps sur les écrans. Donc, on peut faire du suivi individuel aussi avec les parents. Principalement, on va les outiller, les accompagner. On offre de la formation au personnel scolaire. Donc, comment détecter, comment repérer des jeunes qui pourraient être à risque ou les référer, quelles sont les interventions à privilégier ou à éviter lorsqu'on parle là, de dépendance chez les jeunes. Et nouvellement, il y a 2 nouveaux volets chez Action Tox. C'est le 18-24, donc on s'adresse aux établissements d'enseignement aux adultes, que ce soit la formation professionnelle, la formation générale, cégep, université. On va offrir des services d'atelier, de suivi individuel, la formation personnelle aussi, un code QR où on retrouve plusieurs alternatives, là, puis par plusieurs, je parle de centaines alternatives à la consommation et qui abordent les saines habitudes de vie, que ce soit le sport, des recettes, l'alimentation, des capsules pour gérer son stress, son anxiété. Et nouvellement aussi, il y a le volet 6-12 ans, mais qui va s'adresser plus aux parents des 6-12 ans en prévention pour l'utilisation des écrans. Donc, en gros, on touche une bonne partie de la population. Presque toute la communauté. Oui. Et quelle est l'importance de faire ce type de sensibilisation dans la région? Quelle ampleur a la problématique de consommation dans la région de la MRC de l'Érable et la MRC d'Arthabasca? Au niveau de la consommation, si on parle, par exemple, de la consommation de cannabis, quand, en 2018, le cannabis est devenu légal, on a eu peur, là, puis je parle mais la communauté, la population en général, a eu peur de voir le pourcentage de consommateurs chez les jeunes monter en flèche.
mais c'est pas arrivé chez les 15-17 ans. En fait, il y a une étude qui est sortie récemment qui nous dit que au niveau des 15-17 ans, la consommation est restée relativement la même au niveau du cannabis, qu'on peut voir même certaines baisses. Nous, Action Tox, on existe depuis 1991, donc on ose croire que la prévention dans les écoles a peut-être eu un impact lorsque la légalisation du cannabis est arrivée, parce que les jeunes étaient déjà outillés peut-être à résister. Ils se connaissaient aussi, ils connaissaient des alternatives à la consommation. Mais au-delà de ça, l'importance de sensibiliser, l'importance d'outiller, puis de faire de la prévention, tu sais, le proverbe le dit, vaut mieux prévenir que guérir. C'est vraiment ça aussi avec les dépendances. Une jeunesse en santé, une jeunesse qui se connaît bien, une jeunesse qui maîtrise, ou en tout cas qui gère bien le stress, l'anxiété, l'émotion, qui est capable de s'affirmer correctement, ça fait des jeunes qui vont être moins portés à consommer, qui vont aussi, tu sais, on parle de gestion de stress et de l'anxiété. Au niveau de la santé mentale, ça risque d'aller mieux. Donc, de travailler tous les jours à outiller cette jeunesse-là, leurs parents et le personnel, on se dit qu'on contribue à une société de jeunes et qui sont de futurs adultes en santé. Parfait. Et on a fait toute cette introduction justement pour connaître l'importance des services que vous fournissez à la communauté. Et aussi parce que vous avez actuellement un problème au niveau financier. Bon, de quoi il s'agit? Quelle a été justement les plaintes qu'a fait l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le financement d'Action Toxicomanie, comme plusieurs autres au Québec, des organismes communautaires, la majorité de notre financement vient du ministère de la Santé et des Services sociaux. Directement, nos responsables, c'est le CIUS Mauricie, Centre du Québec, et les différents CIS et CIUS à travers le Québec pour les autres groupes communautaires. On a le soutien à la mission qu'on appelle le PSOC, qui est un financement qui arrive directement du ministère de la Santé et des Services sociaux. L'enveloppe de M. Carman, lorsqu'on parle du projet de prévention de dépendance dans les écoles secondaires, c'est le projet de M. Carman. Il l'a réfléchi justement lorsque la légalisation du cannabis s'en venait. Il voulait absolument qu'il y ait des intervenants en prévention des dépendances dans toutes les écoles secondaires du Québec. Ce n'est pas le cas encore à ce jour, mais la majorité des écoles secondaires ont des intervenants en prévention dans leur lieu. L'enveloppe est de 15 millions, mais c'est la même enveloppe depuis le début du projet, donc on parle 2019-2020. On se rappelle qu'il y a eu une pandémie, on se rappelle qu'il y a eu une inflation du coût de la vie assez incroyable. Le montant de 15 millions n'a pas changé. On a fait des revendications, justement, vous en parliez avec l'AQCD, qui est notre association nationale, pour augmenter l'enveloppe. En octobre 2023, le ministre nous a annoncé la bonne nouvelle qu'il avait indexé cette enveloppe-là de 3,7 %. À titre informatif, pour Mauricie, Centre du Québec, pour notre organisme, puis notre organisme partenaire, qui est la Relance à Nicolette Bécancourt, à titre informatif, nous, ça correspond à environ 30 000 $ de plus pour le territoire, si on avait eu droit à cette indexation-là. Nous, c'est sûr qu'on a célébré la nouvelle de pouvoir avoir accès à environ 30 000 $ de plus pour pouvoir travailler auprès des jeunes. Quand on a posé la question à notre CIUS, par contre, on s'est fait répondre que malheureusement, dû à une erreur administrative d'une case qui n'avait pas été cochée préalablement par le CIUS pour dire s'il voulait ou non avoir l'indexation, dû à cette erreur-là, nous n'aurions pas droit, malheureusement, à l'indexation de cette année.
Puis dans cette année, là, je veux dire 2023-2024, en fait, l'année financière qui vient de se terminer. Bien entendu, on a été attristés par cette nouvelle. Pour le commun des mortels, 30 000 une erreur de 30 000 ça paraît. Il y a des gens que c'est leur salaire annuel. Là, donc, pour nous, dans le communautaire, 30 000 ça correspond environ, là, si on parle en termes de terrain, la présence d'une intervenante 3 jours semaine dans une école secondaire. Donc, pour le calcul qu'on fait pour calculer le nombre de jours qu'une intervenante devrait être dans une école secondaire, ça va par 1000 élèves. Donc, 3 jours, on se dit que c'est une école à peu près à 1300, 1500 élèves. Donc, concrètement, c'est 1300 élèves environ qui pourraient être privés de services. Si on y va un peu plus concrètement, Action Tox, on travaille, nous, Mauricie, Centre du Québec, sauf Nicolette Bécancour, à Drummondville. Il y a une nouvelle école qui ouvre ses portes en septembre, dès septembre, on n'est pas financé pour cette école-là. Donc, on est déjà dans 4 autres écoles secondaires, c'est-à-dire que s'il y avait une 5e école qui voudrait avoir nos services, ben on pourrait pas lui offrir nos services ou on serait obligé d'en enlever aux autres écoles pour pouvoir offrir un service à cette école-là. Pour 30 000 pour nous, c'est concrètement 1300 jeunes qui pourraient ne pas avoir de service. Donc, on trouvait ça malheureux. On n'est pas la seule région au Québec où c'est arrivé. Donc, notre association nationale, l'ACCID, a fait des pressions, a avisé aussi tous les groupes pour leur dire « Hey, saviez-vous qu'il y a l'indexation de 3,7 % qui est descendue? Allez frapper à la porte de vos CIUS pour leur demander si vous y avez droit. » La majorité des groupes, une fois qu'ils ont demandé à leur CCCIUS, est-ce qu'on a le droit à l'indexation, leur CCCIUS ont dit oui, on s'excuse, on l'a, voici, on vous la donne. Puis là, je dis la majorité, mais c'est un peu plus de la moitié, là, donc c'est pas la majorité des groupes. Ce qui est frustrant, premièrement aussi pour ces groupes-là, c'est qu'ils ont eu à aller frapper à la porte pour quémander le montant qui leur était dû. Puis ce qui est frustrant, mais ils l'ont eu, donc c'est super. Il y a des groupes qui ont fait des pressions, qui ont écrit des lettres à la direction de la santé publique de leur région. La santé publique a répondu en disant « Hey, on s'excuse, vraiment, on est désolé. Oui, une erreur administrative, mais voici votre indexation. » Et on est... minimalement 3 régions administratives, dont Mauricie, Centre du Québec, qui, bien que la direction de la santé publique nous signifie que c'est malheureux parce qu'effectivement, ça a des impacts, mais sont pieds et poings liés et ils ne peuvent pas nous donner notre indexation. C'est là qu'on a un petit peu de la difficulté à comprendre pourquoi nous, on n'y a pas droit quand il y a des CCCIUS qui sont revenus sur leurs décisions. Je peux comprendre là, que les processus financiers peuvent peut-être différer là, de région en région, mais lors des études de crédit qui ont eu lieu en avril dernier, le ministre Carman et le docteur Boileau ont quand même affirmé que l'argent était bel et bien descendu dans les CCCIUS. Donc, cet argent-là, tout le monde y a eu droit, ça a bloqué là, et après ça, c'est les groupes communautaires qui ne peuvent pas en bénéficier. Bien entendu, l'argent passe, par différentes mains, différents paliers. Peut-être qu'à un moment donné, la gestion administrative devient lourde et il y a des erreurs qui peuvent se produire. On le comprend, mais il y a certainement moyen d'alléger la structure administrative pour que ce genre d'erreurs se produise plus. Et après la dernière communication, est-ce que vous avez pensé peut-être à ouvrir un dossier légal pour ce sujet ou comment ça marche, Madame Elise? Qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire pour recevoir l'argent qui les appartient? Être ici aujourd'hui, c'est à peu près la dernière, pour le moment, la dernière action qu'on va poser. Ce qu'on trouvait important, c'est que le public soit au courant. Il faut quand même se dire que les argents qui proviennent du ministère, c'est des fonds publics, là. Donc, on trouvait ça important de le dire. On voit pas, non, pour l'instant, en tout cas, je penserais pas, là, on voit pas de fenêtre légale là, vers où on pourrait aller. Probablement qu'on va se dire que c'est effectivement malheureux, puis
on va attendre la prochaine année. Le ministère, bien entendu, il est au courant du fait que il y a dans certains CCCIUS que ça bloque et il s'est penché là-dessus. On va s'assurer bien évidemment, que l'année prochaine, ça ne se reproduise pas. Mais cette année-là, le ministère est en contact avec les directions de santé publique, voir ce qui peut être fait. On pense qu'on est pas mal, c'est ça, dans nos dernières actions là, qu'on pouvait poser afin d'être entendus à ce niveau-là. Et au niveau des personnes ou de la communauté qui maintenant reçoit les services d'Action Talks, comment ils vont se voir affectés ou non? C'est seulement pour les organisations qui pourraient être dans l'avenir avec les services d'Action Talks? Pour l'instant, on est très chanceux. Il n'y a personne d'affecté là, en ce moment même. Dans un avenir rapproché, on pense pas qu'il va y avoir des impacts là, dans les prochains mois, mais comme je vous disais, si jamais une nouvelle école voulait avoir nos services, on pourra pas, ou on va être obligé de dégraisser des heures dans d'autres écoles. Puis, on voit les écoles secondaires débordent, là. Il y a beaucoup de jeunes dans les écoles secondaires. On a certaines écoles en Mauricie qui vont frôler le 3000 jeunes en septembre prochain. Ben nous, ce que ça fait, c'est qu'on peut pas augmenter notre nombre d'heures de présence. Même si on devrait être là plus longtemps, ben on peut pas le faire parce qu'on n'a pas plus d'argent. Donc, je vous disais que ça impacte pas à court terme à ce moment-là, mais en septembre, ça va pouvoir commencer à impacter certaines écoles. Puis ce qui est dommage dans tout ça aussi, c'est que le ministre nous a entendus en bonifiant cette enveloppe-là, tu sais, puis en se disant, ben voici, on va pouvoir maximiser des services. Puis finalement, ben l'argent s'est pas rendu à bon port. Puis en septembre, ben il y a des écoles qui mériteraient d'avoir, puis c'est pas une question de mérite, mais qui devraient avoir plus d'heures de présence d'Action Talks dans leurs écoles, puis qui y pourront pas. Et quel type d'activités, comment la population peut aider à que peut-être le ministère écoute votre demande? Le ministère l'a entendu, la demande, et il l'écoute. Vu que c'est plus entre ses mains, que c'est entre les mains des CCCIUS, ben c'est à eux de nous écouter. On s'est fait proposer peut-être des pétitions, etc. C'est certain qu'on aimerait que le public, la population soit derrière nous. Cela dit, de façon tout à fait transparente, vous, la TVCE et Mon Victo, êtes les seuls médias pratiquement qui se sont intéressés à la nouvelle. Il y a la semaine dernière une nouvelle à Radio-Canada là, qui est sortie là-dessus, mais ça n'a pas trouvé écho dans les médias, donc la population n'est pas au courant que c'est arrivé. Peut-être faire une pétition aux personnes pour ramasser des signatures et peut-être c'est une bonne idée pour les aider? Oui, il faudrait que les médias s'intéressent à la situation. Puis pour l'instant, c'est ça. Cette action-là de faire un communiqué de presse est tombée un petit peu entre deux chaises, là. C'est sûr que ça dépend des nouvelles qui se passent cette semaine-là. Donc, lorsqu'on a sorti le communiqué, il a pas trouvé vraiment écho dans les médias. Donc, il faudrait que la population soit au courant, mais on ne sait pas trop comment faire plus que ce qu'on a fait là maintenant. Aussi, plus spécifiquement, quelle serait la recommandation que vous donnerez pour éviter que ça reproduise encore pour l'année prochaine, que ça serait 2024-2025, oui? Oui, ben en fait, la recommandation qu'on fait avec notre association nationale, avec la QCID, c'est que cette enveloppe-là passe directement au soutien à la mission. Donc, comme je vous disais tantôt, le PSOC, qui est le programme de soutien aux organismes communautaires, cette enveloppe-là finance directement les missions de chacun des groupes communautaires. Donc, étant donné que l'enveloppe du ministre Carman qui a pour objectif d'intervenir et de prévenir les dépendances directement dans les écoles secondaires, qui
est notre mission aussi, on se dit, ben, descendez l'argent directement à la mission, rajoutez-la à notre enveloppe du PSOC, et comme ça va éviter les erreurs administratives, ça va éviter que l'argent se promène du ministère en santé publique en sus et que ça finisse par venir à nous. La principale recommandation, c'est donnez-nous-la directement. Et est-ce que actuellement vous avez reçu peut-être une réponse du ministère ou des CIUS pour la recommandation que vous avez faite? Ou... Nous, on est chanceux en Mauricie-Centre du Québec, Action Tox et la relance. Notre financement, presque juste le financement pour l'enveloppe de prévention des dépendances dans les écoles secondaires, on est tombé en entente spécifique avec le PSOC. Donc, c'est pas encore dans notre mission globale, mais c'est une entente spécifique. Donc, c'est-à-dire que tant que cette enveloppe-là va exister et on va répondre aux critères puis on va respecter l'entente et les objectifs de cette enveloppe-là, bien, on va avoir un cas de versement dans l'année. C'est comme si l'argent était sécurisé et si indexation il y a, elle devrait être automatiquement indexée. On est la seule région à date au Québec qui ont eu droit à ça. C'est vraiment un bon premier pas, mais cette façon de faire-là s'est passée après le fait qu'on n'ait pas eu droit à l'indexation. Et justement, le fait qu'on n'ait pas eu le droit à l'indexation, ce qui correspond à environ 30 000 ben ça a un impact pour le futur sur notre financement parce que justement les enveloppes en temps spécifique PSOC, excusez, je suis dans le très pointu, non, oui. Mais au PSOC souvent, pratiquement à chaque année, il y a une indexation suivant un peu le coût de la vie, l'inflation, etc. Donc il y a une indexation du montant pour lequel tu es déjà financé. Donc là, ce montant-là n'ayant pas été indexé, ben lorsque l'indexation du PSOC va arriver, on va être indexé sur le montant qu'on a actuellement, pas celui qu'on aurait dû avoir avec le 30 000 $. Donc, bon, c'est ça, c'est pointu, mais c'est quand même malheureux de ne pas y avoir droit. Comme je vous dis, c'est pas tout noir par contre, parce qu'on est passé en entente spécifique. C'est la preuve que la santé publique nous fait confiance à Action Tox et la relance. Il y a malheureusement eu une erreur administrative qui semble ne pas pouvoir être réparable. Est-ce que vous pensez que peut-être l'argent peut être rétroactif? Peut-être une option de demander que, bon, si cette année ce n'était pas possible, peut-être pour l'année 2024-2025, l'argent peut être... Ce serait magnifique. Ce serait vraiment une excellente nouvelle. Malheureusement, c'est un peu difficile de jouer dans les années financières, surtout avec une grosse structure comme les six CIUS. Ils ont plusieurs enveloppes partout, donc ça semble être très, très, très difficile de jouer dans une année au passé ou au futur, là. Donc, on le souhaiterait que ça puisse être rétroactif. Malheureusement, tout porte à croire que cette année, on devra... pour l'année dernière, en fait, le 23-24, on devra faire une croix sur cet argent-là. Parfait. Madame Elise, merci beaucoup pour l'information, pour la dénonce. On va continuer à faire à suivre ce problème, on dit, pour voir qu'est-ce qui se passe pour l'année prochaine financière. Ben, c'est super, merci. Je vous tiendrai au courant si un miracle se produit. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. Valérie, bonjour et bienvenue à cette émission. Bon matin, merci de m'avoir invitée. Bon, Valérie, on aimerait connaître en première, quelle est la mission de ORAP et quel est le territoire d'action? Pas de problème. La mission de ORAP, c'est d'offrir des services de soutien pour les personnes et les familles à faible revenu de la MRC de l'Érable, sauf Princeville, parce qu'à Princeville, il y a un autre organisme un peu comme nous qui s'y trouve déjà. En plus de cette mission-là, on opère une entreprise d'économie sociale à développement durable, c'est-à-dire qu'on récolte des articles usagés qu'on va recycler, remettre en vente ou revaloriser là, selon les composantes. Donc, c'est une belle mission environnementale et sociale aussi en même temps. Oui, actuellement, quel type de programme a ORAP en général?
Ben, en fait, on a 3 types de services différents, c'est-à-dire qu'on a les services que nous, on appelle les services aux membres. Les membres, c'est les gens qui ont rencontré ma collègue et qui sont définis comme étant à faible revenu. À ce moment-là, ils peuvent avoir accès à la distribution alimentaire, il y a des services de transformation alimentaire, panier de Noël, collation pour les enfants, il y a un peu toutes sortes de services comme ça pendant l'année. On fait aussi du dépannage alimentaire quand les gens sont référés, c'est-à-dire que par exemple, les gens vont au CLSC ou par une autre organisation pour dire, ben moi, j'ai plus de nourriture, qu'est-ce que je fais? Ben à ce moment-là, on peut faire du dépannage sans problème. Puis même chose, là, la période du mois de juillet arrive tranquillement. Ben pour les déménagements, on peut aussi donner un coup de main là, pour les gens qui auraient des besoins en meubles et petits articles. Sinon, on a aussi le volet qu'on appelle l'éducation populaire et d'insertion sociale, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent chez Orapé qui sont un petit peu plus loin du marché du travail, qui ont besoin d'avoir un petit coup de main là, pour les aider à réintégrer le marché du travail. Donc, nous, on est là pour accueillir ces gens-là, leur donner une chance finalement pour retourner sur le travail. On accueille des stagiaires, on fait des conférences, des ateliers, un peu toutes sortes de trucs comme ça pour sensibiliser la population à nos services et à la problématique de la pauvreté ou de l'environnement. Puis sinon, le dernier volet, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que nous, on appelle une ressourcerie. Une ressourcerie, c'est un volet marchand d'articles usagés, donc tous les services qui sont en lien avec ça, que ce soit la cueillette à la maison, la vente directement à notre local au 1570 Rousseau, ou encore, on est point de dépôt pour plusieurs matières, comme par exemple les électroniques, les appareils qui ont du fréon à l'intérieur, comme par exemple les frigos, ces choses-là, on met pas ça au fer, on recycle ça, de façon adéquate. Sinon, les piles, on a plusieurs points de dépôt, sauf les vêtements, puisque la Saint-Vincent-de-Paul, ici à Plessisville, qui fait déjà un excellent travail à ce niveau-là, et les résidus domestiques dangereux qui sont récoltés à l'intérieur d'une cueillette qui va avoir lieu le 25 mai prochain là, à Plessisville. Mais l'émission principale de Orapé, c'est combattre un peu la pauvreté, oui? Oui, tout à fait. En fait, à l'intérieur des services d'aide alimentaire, nous, ce qu'on souhaite d'abord et avant tout, c'est que les gens améliorent leur qualité de vie, réussissent finalement à sortir de la problématique de la pauvreté. Puis, la pauvreté en tant que telle, ça n'a pas un visage bien défini. Tu sais, je pourrais pas vous dire, c'est ça exactement, parce que ça dépend toujours de la situation de la personne, ça dépend de où elle réside, ça dépend de son contexte familial, etc. Mais oui, c'est pour ça aussi que moi et mes collègues, on siège à différentes tables de concertation pour justement échanger avec d'autres organismes sur le territoire pour voir quelles solutions pourraient être utilisées pour justement, encore une fois, améliorer la condition de vie des gens là, qui sont à faible revenu sur notre territoire. C'est ce qui est très important pour nous. Et actuellement, quel impact a la pauvreté dans la région de la MRC de l'Érable? Est-ce que les gens sont de plus en plus dans les besoins d'alimentation, de quelques aides pour améliorer sa qualité de vie? Je dirais que oui. En fait, présentement, ce qu'on constate, c'est que historiquement, c'était beaucoup des gens qui étaient sur la sécurité du revenu, en fait, qui venaient chercher nos services alimentaires. Maintenant, ce qu'on voit de plus en plus des gens qui viennent nous demander, c'est des gens qui travaillent, c'est-à-dire que c'est deux conjoints avec des enfants ou pas d'enfants qui travaillent tous les deux, qui n'arrivent plus compte tenu de l'inflation qu'on a présentement dans la société, les taux hypothécaires qui augmentent, les cartes de crédit qui sont bien garnies. Donc, tout ça fait que les gens qui travaillent n'arrivent plus, donc viennent nous demander un coup de main. Ça fait que ces gens-là ne cadrent pas habituellement selon nos critères habituels, sauf que ce qu'on va faire, c'est qu'on peut quand même, là, selon la situation, là, donner un coup de main là, sans problème. Et il y a aussi la réalité des travailleurs étrangers qui arrivent au Québec et dans notre région aussi. Par exemple, monsieur ou madame arrive pour venir travailler, la famille vient ici, mais tant que le statut n'est pas nécessairement réglé, c'est-à-dire que il n'y a pas l'allocation familiale, que le conjoint ou la conjointe se met à travailler, ça met parfois dans une situation précaire, c'est-à-dire que monsieur ou madame a simplement qu'un salaire pour payer tout ce qui est les besoins de la famille, finalement. Fait que donc, on va aussi aider certaines familles là, pendant une période temporaire, là, le temps que toute cette situation-là se règle. Donc, ouais, c'est ça aussi, on est à ce niveau-là. On va aider les travailleurs étrangers aussi à travers nos services.
Mais par contre, il y a aussi une problématique que c'est le gaspillage, non? Oh, tout à fait. Bon, à quel niveau le gaspillage touche la MRC de l'érable? Est-ce que c'est une grande problématique ici? Ben, je dirais qu'il y a on peut regarder la problématique de deux façons. La première, c'est le gaspillage alimentaire qu'on peut prendre sous l'angle de, par exemple, je donne un exemple, dans les supermarchés, les fruits ou les légumes qui sont ce qu'on va appeler les moches, c'est-à-dire, par exemple, que nous, comme consommateurs, on n'achèterait pas nécessairement parce que il y a un petit... Je donne l'exemple d'un piment, par exemple. Il y a une petite partie du piment qui a commencé à avoir une petite tache dessus. Donc, instinctivement, ben souvent, les supermarchés vont les retirer de la vente, vont soit les mettre au compost ou à la poubelle. C'est là que nous, on intervient, c'est-à-dire que nous, on va les récupérer, ces fruits et ces légumes-là, pour justement les arranger, l'enlever la petite tache, toutes les découper, puis ensuite la redonner lors de la distribution alimentaire régulière aux familles. Donc, je trouve ça hyper important. Je parle de supermarché, mais c'est à plusieurs niveaux aussi. Ça peut être, par exemple, les traiteurs qui vont faire des buffets pour différentes occasions qui, finalement, les gens, il y a moins de gens que prévu ou il y a beaucoup plus de nourriture que prévu. Ben, cette nourriture-là, on peut aussi la récupérer, la redonner aux familles. Et il y a un super projet aussi qui s'en vient cet été qui s'appelle Érable Récolte. Oui, on va parler de ça oui, après. Tout à fait après. Donc, ça aussi, c'est une belle façon de contrer le gaspillage alimentaire. L'autre point par rapport au gaspillage, ben c'est la consommation en tant que telle de divers articles qu'on va faire. Je dirais que sociétalement parlant, on est des hyper consommateurs. On consomme beaucoup, on achète beaucoup, on jette ou on va recycler beaucoup, mais les choses qu'on va utiliser souvent peuvent être bonnes pour quelqu'un d'autre. Et je dirais que les gens commencent davantage à être conscientisés parce qu'à l'intérieur des gens qui fréquentent notre magasin d'articles usagés, il y a beaucoup de gens qui vont revenir et il y a beaucoup de nouvelles personnes qui viennent maintenant, plutôt que d'aller s'acheter du neuf, vont venir chez Orapé pour venir voir, ben qu'est-ce que vous avez dans l'usager qui pourrait être encore intéressant pour moi. J'ai pas besoin d'aller, par exemple, si on parle de jouets pour enfants, ben, j'ai pas besoin d'aller acheter des jouets neufs. On en a plein, nous, chez Orapé, qui sont à disponibilité. Ils ont déjà été utilisés par un autre enfant, mais c'est encore très bon pour un enfant du même âge qui pourrait être utilisé par une autre personne. Donc, ça aussi, on a un gros travail à faire à ce niveau-là. C'est pour ça que dans la dernière année, on parle de 2023, on a récupéré à peu près l'équivalent de 585 tonnes de matériel sur le territoire de la MRC de l'érable, mais de ce 585 tonnes-là, il y a seulement que 18% qui a véritablement été au site d'enfouissement. Donc, on voit quand même qu'il y a un gros travail qui est fait de la part de notre équipe parce que le service qui est offert habituellement de ce que les gens appellent les grosses vidanges, nous on appelle ça la collecte des gros encombrants, ben historiquement parlant, quand c'était une autre compagnie privée qui le faisait, ben ils ramassent tout ça et envoient ça directement au site d'enfouissement, tandis que nous, il y a vraiment un traitement de chacun des articles qui est fait. Je donne l'exemple d'un matelas qui serait plus propre pour être réutilisé, ben à ce moment-là, va tout être défait à l'intérieur, il y a du fer, donc ça va être envoyé au fer, il y a vraiment juste le tissu qui va aller au site d'enfouissement. Parce qu'il n'y a pas d'autres débouchés pour le moment pour ce type de matière-là, mais dans les faits, on travaille là aussi à essayer de trouver des débouchés pour toutes les matières qui n'ont pas encore de possibilité de réutilisation ou de recyclage. Donc, je vous dirais que notre équipe est à l'affût de tout ça et on travaille beaucoup avec différents partenaires pour y arriver. Bon, mais maintenant, il y a une belle alliance qui s'appelle Érable Récolte. Parlez-nous, s'il vous plaît, de quoi il s'agit. Oui, en fait, on a une belle alliance avec Arta Récolte. En fait, le projet s'inscrit directement sous un principe de glanage, appelons ça comme ça, c'est-à-dire que le petit producteur maraîcher qui fait une plantation de quelque chose, je donne un exemple, par exemple, des fraises. Donc, le producteur de fraises fait sa plantation de fraises. L'année dernière, la température a fait qu'il a mouillé beaucoup, et donc, pour ce type de petits fruits-là, quand il y a trop d'eau, ben ça se perd quand même assez rapidement dans les champs. Donc, le producteur qui pourrait avoir besoin d'un coup de main plutôt que de laisser les fruits dans le champ et se perdre, ben pourrait dire, ben moi, j'aurais un besoin. À ce moment-là, le producteur s'inscrit directement sur la plateforme en ligne www.artarecolte.com. C'est aussi pour Érable Récolte, mais pour le moment, le nom du site web reste le même. Donc, s'inscrit directement à l'intérieur de cette plateforme-là, indique, moi, j'aurais un besoin. Ce que ça fait, c'est qu'il y a une banque de bénévoles qui est disponible à ce moment-là. Il y a un message que tout le monde reçoit pour dire, bon, ben tel producteur aurait besoin d'un coup de main aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient disponibles pour aller récolter des petits fruits?
Comment ça fonctionne? C'est que ça fonctionne sur le principe 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire que moi, comme bénévole qui vais cueillir dans les champs pour le producteur, ben je vais garder pour moi 1 tiers de ce que j'ai ramassé. Il y a 1 tiers qui va aller au producteur et il y a 1 tiers qui va aller à un organisme d'aide alimentaire sur le territoire. Donc, pour nous, ici, dans l'érable, l'organisme d'aide alimentaire, évidemment, il y a ORAP. Il y a aussi Horace qui a été ciblé, qui est à Princeville. Et il y a la Maison des familles qui va aussi pouvoir en bénéficier là, à travers ORAP pour leur cuisine collective avec les petites familles. Donc, c'est vraiment un projet très intéressant qui permet aux producteurs d'avoir un coup de main où parfois ils n'ont pas la main-d'œuvre et pas le financement pour payer cette main-d'œuvre-là. Et deuxièmement, ben, ça permet aussi aux gens d'avoir accès directement à la terre, c'est-à-dire qu'il y a des gens, des fois, on vit en ville, on va cueillir des fraises dans le champ, oui, habituellement avec notre famille, mais là, on donne un coup de main en même temps, on se met les mains dans la terre et on peut même emmener nos enfants lorsqu'on va faire le bénévolat. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et parce qu'on est en partenariat avec Arta Récolte, ben, les gens qui souhaitent, parce que pour être bénévole, on s'inscrit directement aussi sur la plateforme. Puis il n'y a pas d'obligation, c'est ça qui est très intéressant, c'est que même si je m'inscris comme bénévole sur la plateforme, je vais recevoir les messages qui disent bon, ben, il y aurait un besoin, mais si je ne suis pas disponible cette journée-là, il n'y a pas d'obligation d'y aller. On s'entend que je peux y aller une fois dans l'été ou pas du tout, ou assister à toutes les demandes de bénévolat. Donc, c'est vraiment au choix des gens. C'est eux qui vont choisir s'ils veulent y aller ou non. Puis, ça arrive parfois qu'on a un beau problème, c'est-à-dire que le producteur dit ben j'aurais un besoin, mais il veut pas nécessairement voir arriver 50 personnes dans son champ en même temps. Donc, il y a des places comme un peu limitées. Ben c'est les premières personnes qui s'inscrivent qui vont pouvoir aller directement dans le champ. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. On est hyper fiers de pouvoir développer ce projet-là dans l'érable cette année. Et évidemment, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a beaucoup de partenaires financiers qui nous ont permis pour la première année d'opération, de pouvoir mettre ça en branle, comme par exemple la Promutuelle, comme par exemple la table intersectorielle en saines habitudes de vie, par exemple Banque alimentaire Canada, bon, etc. On en a vraiment plusieurs qui sont derrière nous là, pour mettre en place ce projet-là. Donc, on est vraiment très, très fiers et on espère vraiment que ça va fonctionner pendant la période estivale. Et c'est un super projet, mais comment est née l'idée de faire une alliance? C'est à partir de quel besoin? Ben, en fait, je dirais que le besoin a émergé, en fait, par la volonté du côté de ORAP de bonifier l'aide alimentaire, qui était distribuée le jeudi avec une conseillère municipale ici de la ville de Plessisville qui est très, très allumée au niveau environnemental, qui a dit, ben, il n'y a rien qui se fait dans l'érable, est-ce qu'il serait possible de réfléchir quelque chose? Et en fonction de ça, puis il y avait une citoyenne aussi qui était là, donc en fonction de ça, de discuter, de voir comment on pourrait mettre les choses en place, mais on a dit go, allons-y. Donc, on a déposé un premier projet, puis ensuite, ben, ORAP s'est occupé là, de faire la suite des choses pour aller chercher le financement aux autres endroits. Donc, on a vraiment eu une belle collaboration de la ville de Plessisville là, pour pouvoir mettre en place ce projet-là. Et ça existe à d'autres endroits au Québec. Comme je disais, Arta Récolte, ben, c'est du côté de Victoriaville, donc ça existe déjà dans la MRC d'Arthabasca. Et je dirais que ça tend à se développer dans les autres les autres MRC, du centre du Québec et ailleurs. Donc, je pense que c'est un peu le modèle en vogue pour les prochaines périodes estivales. 1, les producteurs ont besoin de main-d'œuvre. 2, on veut pas faire de gaspillage. Puis 3, ben, on veut que les gens puissent profiter aussi de l'extérieur en même temps, profiter de faire des activités, être en santé, avoir des saines habitudes de vie. Donc, je pense que c'est un projet qui est vraiment très, très intéressant et qui s'inscrit directement dans ces lignes-là. Oui, bien sûr. Quand est né le projet? Quand on a commencé le projet et quel est le bilan jusqu'à présent? Parce que je sais que vous avez été déjà dans Laurierville, si je ne me trompe pas. Exactement. En fait, le projet, la réflexion du projet a commencé, là, je dirais, à l'automne 2023 déjà. Le temps de commencer à réfléchir, voir comment on pourrait s'organiser, commencer à travailler les premières demandes de financement. Dans les faits, là, on a travaillé ça l'automne-hiver 2023-2024. Premier producteur qui nous a interpellés en lien avec ce programme-là, c'est la ferme des Sabots Fleuris à Laurierville qui faisait des paniers d'hiver, c'est-à-dire que
les producteurs offrent souvent des paniers d'été, les gens s'inscrivent, peuvent avoir des fruits et des légumes. Eux ont fait le choix d'en faire pour la période hivernale. Donc, ils fermaient ses serres, puis ils disaient, ben moi, j'aurais un besoin pour récolter du chou kale, par exemple. Bon, ben parfait. Donc, il s'est inscrit directement à partir de la plateforme, a fait sa demande, on a envoyé les invitations auprès des bénévoles. Les bénévoles étaient là. Je suis même allée à la première récolte, moi aussi. Je voulais voir comment ça fonctionne. Sur place. Donc, on était une dizaine de bénévoles qui étaient là pour l'aider effectivement à récupérer tout ce qui restait dans ses serres en lien avec le chou kale, par exemple, et des oignons verts. Puis, en lui posant la question, en échangeant avec Mario et Rebecca, en fait, si ça n'avait pas été récupéré, eux avaient la contrainte qu'ils n'étaient pas en mesure de pouvoir le récupérer, donc ça aurait soit été au compost, soit été réutilisé dans leur champ, mais ça n'aurait pas été nécessairement utilisé pour les gens ou pour faire de la distribution alimentaire. Puis vous voyez, là, les deux activités ensemble, là, on calcule que c'est à peu près là, un 700 livres de choux qui a été récolté. C'était beaucoup pour Orapé, donc ça a permis justement de faire du partage là, avec les autres organisations sur le territoire. Donc, c'est vraiment une super belle expérience. Les gens étaient au rendez-vous. C'est sympathique, ça dure pas toute la journée. C'est des petits blocs d'environ 3 heures là, que les gens se présentent soit l'avant-midi, soit l'après-midi. Mais c'était des gens bien de bonne humeur, belle activité. Donc, on est vraiment super fiers d'avoir pu au moins faire cette première, faire le coup d'envoi, disons-le comme ça, avec Mario et Rebecca de la ferme des Sabots Fleuris. Donc, on est vraiment très contents. Et Valérie, quelle est l'équipe de travail et comment ça fonctionne pour aller aux fermes? Est-ce que vous devez aller toutes les sorties pendant que vous devez faire l'activité? Ben, en fait, la façon que ça fonctionne, c'est parce qu'on a une belle collaboration avec avec Arta Récolte. Il y a Angèle qui est la personne embauchée du côté d'Arthabasca, se présente sur place, en tout cas pour les premières fois. Nous, on a une personne qui est embauchée expressément pour ce projet-là chez Orapé. Donc, c'est pas toute l'équipe d'Orapé qui y va. C'est vraiment prévu pour les bénévoles et monsieur, madame, tout le monde qui ont le goût d'aller directement à la ferme. Sinon, ben, comme je le mentionnais, là, c'est ça, dans le fond, on a une personne qui est embauchée pour l'été. Elle commence le 3 juin. Donc, pour toutes les demandes qui vont avoir lieu entre le mois de juin et le mois de septembre, il va y avoir quelqu'un là, de notre équipe qui va être sur place pour soit donner un coup de main aux tâches qui vont être demandées par le producteur, mais aussi là, pour s'assurer que tout roule rondement là, avec les bénévoles et tout. Donc, il y a vraiment tout le temps quelqu'un sur place là, pour... je veux pas dire faire la gestion parce que c'est pas un principe de gestion et de tâches et tout ça, mais tu sais, vraiment pour aider les gens, les enligner un petit peu si besoin est, mais surtout aussi pour faire les petites statistiques. On aime bien ça, nos statistiques, de savoir combien de gens se sont présentés et combien de nourriture on a récolté là, lors des activités. Donc, effectivement, ça nécessite une personne, en fait, donc c'est pas nécessairement... je veux dire un surplus de travail pour Orapé parce que c'est du beau travail, on aime ça, on est content. Mais c'est ça. Donc, ça permet aussi, quand on parlait de partenaires financiers, ben ça permet ça aussi d'avoir eu les sous pour engager quelqu'un pour la période estivale là, qui va s'occuper de ce projet-là. Oui, ça va générer aussi de l'emploi. C'est une personne qui va être à charge, seulement une personne, ou combien de personnes vont être engagées pour le projet? En fait, il y a une personne qui va être en charge, surtout pour les producteurs, mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que pour nous, pour Orapé, quand j'ai réfléchi le projet, en fait, la cueillette chez le producteur, disons qu'on parle de A à Z, la partie cueillette chez le producteur, pour moi, c'est de la lettre A à H, parce que, tu sais, dans les faits, une fois que la cueillette est faite, que les bénévoles se sont présentés, que la nourriture a été récoltée, nous, on va la chercher, ben il y a toute la partie transformation aussi pour s'assurer que tout ça est prêt à être donné aux personnes et aux familles qui sont dans le besoin. Donc, on a aussi des gens qui sont chez Orapé directement, là, qui vont s'occuper de faire cette transformation alimentaire-là. Dans les faits, on a une nouvelle personne qui se joint à nous à partir de la semaine prochaine, mais on va pouvoir aussi assumer les tâches là, à l'intérieur même de l'équipe de travail qu'on a présentement en poche chez Orapé. Donc, oui, ça génère de l'emploi en plus, mais ça amène du volume alimentaire, ce qui est parfait pour les familles et les gens dans le besoin. Parfait. Bon, pour terminer, comment les gens qui veulent s'impliquer dans les projets peuvent le faire? Ben, en fait, les gens qui veulent s'impliquer dans le projet, il y a deux façons de faire. Si les gens sont comme peut-être un petit peu moins à l'aise avec Internet, ils peuvent nous contacter directement. On pourra leur donner un coup de main sans problème pour s'inscrire directement. Mais sinon, le plus simple, c'est d'aller directement sur la plateforme de Arta Récolte, qui est aussi Érable Récolte. On peut le googler, Arta Récolte, c'est facile à trouver. Dans le haut à droite, il y a un petit onglet
onglet qui est indiqué devenir bénévole. On clique dessus et on fait juste inscrire son nom, son numéro de téléphone, puis à ce moment-là, son courriel, évidemment, nom, numéro de téléphone, courriel, puis à partir de ce moment-là, du moment où il y a une demande, on reçoit la demande là, de la part de la plateforme Arta Récolte. Parfait. Valérie, merci beaucoup pour être avec nous et donner toute l'information que vous avez donnée ici. Merci beaucoup. Ça me fait très, très plaisir. Merci à vous. Monsieur Chagnon, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Bon, il va y avoir 400 unités de logement prévues à Princeville d'ici à 2029. Bon, depuis combien de temps travaillez-vous sur ce projet? Bien, c'est dans notre plan d'action qu'on détermine quelles vont être les prévisions à venir pour les 5 prochaines années. Donc, on a regardé pour les 5 ans de 2024 à 2029, quelles étaient les prévisions qu'on pouvait avoir dans le développement d'unités d'habitation à Princeville. C'est là qu'on est arrivé au nombre de 400 nouvelles unités d'habitation dans la ville pour les 5 prochaines années. Et pour mieux comprendre, va être un projet de 400 unités ou sera de différents projets qui vont réunir 400 unités? C'est l'ensemble des projets pour les 5 prochaines années qui vont totaliser 400 unités. Si on regarde le développement du Faubourg des Prés, il y a quand même 128 terrains admissibles. Et puis, sur ces terrains-là, il y en a 18 qui vont être du multilogement. Donc, ça fait partie du nombre. Ensuite, il y a le développement qui, au niveau du golfe La Fontaine, la phase 5, qui a certaines unités. Et puis, il y a d'autres espaces disponibles, puis d'autres projets à venir. Donc, l'ensemble de tout ce qu'on peut comptabiliser aujourd'hui pourrait représenter 400 nouvelles unités, exactement. D'accord. Et depuis quand, quelles seront les étapes pour parvenir à avoir ces 400 unités et quand débutera le projet, l'ensemble? Bien, tout dépend des investisseurs, à quelle vitesse ils vont investir à Princeville. Il y a déjà un 32 logements on attend les plans qui devraient être construits au centre-ville. Il y a aussi 40 logements qui sont présentement en construction sur la rue Saint-Jacques-Ouest. Il y a 8 unités de logement qui est déjà en construction au développement La Fontaine. Puis il y en a d'autres qui vont suivre. Donc, ça va dépendre de quelle vitesse que les développeurs vont construire et aussi à quelle vitesse qu'on va avoir l'autorisation d'amorcer les premiers travaux au niveau du Faubourg des Prés. D'accord. Pour les personnes qui peut-être ne connaissent pas la ville de Princeville, oui. Est-ce que plus ou moins dans quel secteur ils seront situés? Donc, le Faubourg des Prés, c'est à l'arrière du IGA et de Family Perry. Puis, au niveau du golfe La Fontaine, bien, c'est où ce qui est en arrière de la clinique médicale et Tim Horton et les autres services. Donc, la 5e phase, c'est à l'arrière de ce secteur-là. Et vous avez parlé le type d'unité. Comment sera? Quel type de maison? Bien, il va y en avoir de toutes les sortes, là. On parle de 6 logements, 8 logements et plus. On parle de maisons unifamiliales, de jumelées. Donc, il va y avoir de tous les types d'habitations. Monsieur Chagnon, ce projet aussi veut construire des logements pour les citoyens à faible revenu. Est-ce qu'il y a des options pour les personnes avec des conditions plus difficiles? Oui, il y a un projet qui est à l'étude présentement pour construire un certain nombre d'unités abordables. Abordables. Donc, il y a un secteur qui a été visé à cet effet. Et puis, lorsque le projet il va être un peu plus avancé, on pourra le publiciser. Mais pour l'instant, on est à l'étude et en train d'élaborer un projet qui pourrait combler ce besoin en logement abordable. D'accord. Et puis, ça va être une société sans but lucratif qui va développer le projet.
D'accord. Dans ce cas, comment on est soutenu financièrement pour les unités qui sont des logements abordables? Mais ce ne sera pas privé. Il va y avoir de l'investissement public, il va y avoir des contributions avec les institutions financières pour amener tout le financement nécessaire. Donc, on va déposer un projet auprès du gouvernement pour une certaine forme d'aide pour le logement abordable. Au niveau des logements privés, quel sera l'investissement pour parvenir à faire les projets? Bien, plus ou moins. Bien, si on regarde pour les 400 logements, ça va emmener à Princeville un investissement qu'on calcule d'au moins 100 millions. Ça aide à l'économie de la région aussi. Ça aide énormément à l'économie globale, non seulement de Princeville, mais de l'ensemble de la région, oui. D'accord. Et dans quelle mesure ce projet aidera à la pénurie de logements, M. Chagnon? On peut dire que d'ici à 2029, le problème sera un peu réglé? On ne sait pas. On ne sait pas si on va le régler. On voit une migration des grands centres vers des milieux un peu plus ruraux. Donc, si on augmente l'offre en logement, bien, il va sûrement y avoir une demande qui va suivre. Donc, des gens qui vont vouloir quitter Montréal, qui vont vouloir quitter Québec et venir s'installer ici en région. Donc, à savoir, est-ce qu'on va en avoir assez? On ne sait pas. Est-ce qu'on va en avoir trop? On ne sait pas non plus. Mais c'est de voir à quelle vitesse que les gens vont être intéressés à venir chez nous. Et puis, il faut continuer à être attractif dans nos offres pour justement inciter les gens à venir demeurer ici. Alors, vous comptez aussi avec une croissance de la population d'ici à 2029? Ben oui. Donc, on espère dépasser le cap des 7000 habitants à Princeville pour 2029, pour la fin de 2029. Donc, avec le nombre d'unités, avec tout ce qu'il peut y avoir, on est confiant qu'on pourrait dépasser le cap des 7000 habitants à Princeville pour la fin de 2029. Et alors, en parallèle, vous êtes en train de travailler dans des autres projets pour justement aider que l'économie croît plus d'ici à 2029? L'économie va se réguler par elle-même en ayant plus de logements, en ayant plus de gens qui viennent y demeurer. Donc, les entreprises, du fait même, vont pouvoir avoir une main-d'œuvre plus accessible et aussi croître. Donc, par l'ajout de logements, par l'ajout d'habitants, ça vient combler un certain besoin et puis ça enlève le frein qu'il y a chez les industriels et chez les commerçants à leur développement. D'accord. Et dans le sens de, si on parle de garderies, est-ce que vous avez pensé à cette option aussi pour que les gens puissent venir et avoir des options aussi pour avoir des qualités de vie? Bien, oui. C'est pas nous qui allons investir dans les garderies. Oui. C'est le gouvernement qui va libérer des espaces en garderie. Il y a déjà une garderie qui va être construite cette année si on peut avoir l'aval, là, puis l'ensemble. Mais on prévoit quand même une garderie qui sera construite sur le territoire de Princeville cette année, en 2024. Il va sûrement y en avoir d'autres qui vont suivre. Il va de soi que pour notre développement, si on veut attirer les jeunes familles, ça prend, des garderies, oui. Ça prend des emplois qu'on a. Ça prend aussi des écoles. Ça prend des services de santé. Donc, c'est tout un ensemble. Oui, c'était la question, parce que justement, si vous voyez qu'il y a une croissance, c'est sûr que les gens veulent venir, mais s'il y a aussi des autres alliés, comme les garderies, comme l'emploi, comme les écoles, justement, alors la question c'est si vous êtes en train de travailler sur ça avec les autres organismes et les gouvernements pour y parvenir. Donc, c'est à l'étude avec les différents intervenants pour justement venir combler les besoins éventuels. Parfait. Est-ce qu'il y a des autres projets
au niveau d'économie de la région de la ville de Princeville que vous travaillez actuellement? Non. On travaille, on mise sur le développement résidentiel, sur l'accroissement de la population, qui va emmener d'autres éléments positifs au niveau de notre économie. Vous voulez donner comme un message aux personnes pour s'intéresser, pour les personnes qui sont intéressées à venir à investir l'argent ici à Princeville? Bien, c'est qu'on offre un milieu de vie qui est agréable, qui est sécuritaire, qui est intéressant pour tous, avec des activités, des événements, puis un milieu de vie qui est intéressant, qui est plaisant. Parfait. Monsieur Chagnon, merci beaucoup pour l'information. On va continuer à faire un suivi de ce développement de la construction à Princeville. Merci. Merci.